les ventes en ligne se sont vraiment activées de façon importante. Bon, d'abord, les gens sortaient moins, ils étaient confinés à la maison, crainte de la maladie, il y avait l'anxiété, la perte d'emploi. Certains ont éprouvé des décès qui étaient proches. Un taux de chômage aussi qui a bouleversé l'économie, baisse de finances, baisse d'heures travaillées, hausse de travail, d'heures de télétravail. Tout ça a fait en sorte que les besoins qui étaient, j'ai déjà dit, ressentis par le passé ont changé. On a vu certains secteurs non essentiels aussi fermés. Il y a eu une augmentation importante en mai du chômage, perte de pouvoir d'achat, méfiance face au pouvoir des dirigeants aussi économiques. Tantôt, c'était des consignes. Un autre jour, les consignes se changeaient quelque peu. En fait, début mars, les gens on a vu aussi en début mars dans les grandes chaînes, en tout cas ici au Canada, particulièrement proche de nous au Québec, les gens se sont bousculés pour aller chercher du papier de toilette, du papier hygiénique. Alors, c'est des comportements complètement irrationnels. Donc, si on regarde à la slide 5, donc comme on peut constater sur ce tableau, les ventes au détail au Canada ont affiché leur plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée en mars et avril. On peut le voir si on regarde la ligne orange par rapport aux ventes sur l'axe bleu, on voit l'écart en fin de période de mars-avril qui coïncide justement avec le confinement. Les estimations des détaillants, environ 40% des détaillants ont fermé leurs portes en cours du mois. Donc, il y en a qui ont pivoté. On parle, par exemple, la restauration. Bon, comme les restaurants étaient fermés, il y en a qui ont axé changement du paradigme pour les ventes, les take-out, par exemple. Donc, ils ont pivoté leur modèle d'affaires justement pour pouvoir maintenir leurs opérations au niveau des ventes actives. Donc, un taux de chômage quand même qui est passé de 4,5 à 17% au Québec en quelques semaines. Une économie qui s'est contractée quoi, en 30% en environ 2 mois quand même assez significative. Juste aux États-Unis, les économistes ont estimé que l'économie américaine s'est contractée d'environ 30 à 40% à l'intérieur des 3 mois au deuxième au trimestre, pardon, donc avril, mai, juin. Et puis les secteurs, naturellement, qui étaient les plus perdants chez nous, comme bien d'autres pays, le transport, on a vu que les frontières se sont fermées, donc le transport aérien était freiné, arrêté, la restauration à cause des mesures de distanciation, l'hébergement, le tourisme, les activités culturelles, en fait, toutes les activités non essentielles ont été grandement affectées. Quels étaient les secteurs gagnants? Ben, on voit les gens étant plus souvent à la maison, le télétravail, les gens allaient moins souvent au restaurant. Donc, les consommateurs se sont mis à faire plus de plats préparés à la maison. Il y a eu une augmentation de à peu près 11,1% et de 6,9% enregistrés dans les catégories des aliments et de boissons respectives. Donc, on voit, je sais qu'ici, au Québec, on a eu de la difficulté. Les gens se sont mis à regarder des vidéos de plus en plus, faire des recettes. À un moment donné, il y a eu une pénurie de levure et de farine. Personnellement, ça m'a mis environ 2 mois à trouver de la levure. Donc, vous voyez, des changements de comportement au niveau de la consommation. Il y a eu naturellement, comme déjà dit, 11% environ de ventes de plantes vivantes. Hein. On rentre dans la période où les gens commencent à faire leur jardinage, des graines, des accessoires, des fournitures, une vente de vélos
qui s'est jamais vu. Il y a une compagnie ici qui s'appelle Primo qui a fait sa meilleure année de vente en termes de vélo. Les gens étaient limités dans les activités, tout étant fermé. Donc, ils se sont rassemblés en famille. On avait les fameuses bulles. Donc, on cherche à faire des activités et à s'épanouir et à se créer des activités à l'intérieur de nos bulles respectives. Donc, si on regarde la slide 6, le commerce électronique au détail au Canada est en pleine croissance. Il l'était déjà, mais plus que jamais. Donc, il est prévu une augmentation de près de 40% d'ici 2021. On parle d'une augmentation d'environ de 28%. En effet, depuis 2018, le commerce électronique du détail de produits physiques générait en soi à peu près 40 milliards de dollars US et les projections emmènent un montant en 2022. En 2022, on prévoit environ 53,7 milliards de dollars. Alors, on voit sur la diaporama quand même de façon assez évidente la croissance. Au Canada, on se retrouve en 8e place avec les ventes en ligne qui totalisent environ 30 milliards de dollars, donc grâce à une grande partie à Amazon et Costco, ce qui laisse beaucoup de place parmi les commerçants qui sont plus petites, donc les micros et les moyennes entreprises. Donc, selon les spécialistes, le Canada est un marché avec un énorme potentiel, sans qu'on retrouve une très grande compétition. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour les entreprises locales, mais c'est une excellente nouvelle aussi pour des entreprises ou des exportateurs à l'étranger qui veulent accéder à des nouvelles opportunités. Donc, nous sommes ici en connaissance de marché. Bien évidemment, si vous exportez sur notre marché, c'est bien important et que vous soyez à l'affût de nos comportements, nos valeurs, notre culture et je vous encourage fortement à vous familiariser avec cette réalité avant de exporter vers quelconque marché. Donc, si on regarde à la slide 8, donc on voit la croissance mondiale globale et qui devrait se maintenir et se situer autour de 9,6%. Puis on voit les deux pays qui ont une longueur d'avance avec 19,90 et l'Indonésie 17,70 qui démontrent un taux de croissance les plus fulgurants. Donc, on peut présumer que ces deux pays peuvent représenter quand même une assez grande saturation déjà au niveau des marchés, ce qui laisse, comme je disais précédemment, des très grandes opportunités pour nous et pour vous ici au Canada. Évidemment, au niveau technologique, on traîne un peu de la patte, comme on dit. Donc, on est juste à peu près à 7,9%. Donc, évidemment, on a de l'amélioration à faire ici. Et la BDC, qui est la Banque de développement du Canada, accompagne beaucoup financièrement les entreprises et investit pour que nos entreprises se mettent au diapason au niveau de tout ce qui est technologique pour améliorer les processus d'affaires. Si on regarde donc la 9, la BDC croit que les entrepreneurs canadiens sous-estiment les coûts associés à l'utilisation des technologies. Donc, c'est un de nos défis, c'est que justement, on était un petit peu lent à embarquer. Maintenant, on se rend compte assez rapidement que si on ne fait pas des ajustements au niveau technologique, peu importe les activités de l'entreprise, ben, on risque de prendre des reculs. Donc, la BDC, justement, s'était fait pour accompagner les entreprises à dégager environ 290 millions de dollars pour soutenir le virage technologique des entrepreneurs locaux. Donc, voilà, si on regarde la 10,
Donc, il y a vraiment une corrélation entre l'investissement en technologie numérique et la performance, selon l'économiste et chef en chef de la BDC. C'est sûr que la pandémie a transformé beaucoup de choses. Les entreprises sont à revoir leur processus dans un objectif d'amélioration et d'efficacité. Au niveau de la logistique, il y a une très grande demande pour justement améliorer les processus de sorte à pouvoir accélérer la demande, par exemple, en lien, que ce soit au niveau transport, en lien avec la demande de la clientèle, puis au niveau de l'augmentation, au niveau des ventes. Aussi, si on implique la technologie au niveau de la production, tout ce qui est recherche de nouveaux produits, la gestion des goulots, aussi la technologie et le virage jouent un rôle important. Les ventes, que ce soit au niveau de la croissance, au niveau des services à la clientèle, le temps d'attente, le temps des traitements des plaintes, l'adaptation, la diminution des retours. Tout ça sont des aspects sans précédent qui jouent un rôle important au niveau de l'accélération et l'action qui joue un rôle au niveau de la fidélisation client. Donc, plus on est rapide à atteindre ces objectifs, plus on est en mesure de garder notre client fidélisé à l'entreprise. Les ressources humaines aussi, plus près de nous, on le voit tous, je pense, la distance au travail a provoqué des nouvelles mesures et des nouveaux virages technologiques. On s'est adapté à Zoom, on s'est adapté à Teams, on a tous à intervenir auprès de différentes plateformes de sorte à maintenir les opérations avec la plus grande efficacité et efficience. Niveau de l'embauche, on n'est plus dans le face-à-face, mais on embauche à distance. Certaines entreprises vivent des pénuries de main-d'œuvre au niveau local. Donc, les plateformes numériques aussi servent d'outils pour aller chercher une main-d'œuvre non existante au niveau local à l'international, et ainsi de suite. Donc, si on regarde à la 11, au 1er janvier 2020, il y avait plus de 4,5 milliards d'internautes dans le monde. Donc, beaucoup de gens qui étaient branchés. On regarde l'Asie qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs d'Internet. C'est 50,3 %, c'est non négligeable, suivi de l'Europe à 15,9 %. L'Afrique qui a 11,5 et l'Amérique latine et Caraïbes avec 10,1 % de gens qui sont branchés, et l'Amérique du Nord ne représente que 7,6 % de tous les utilisateurs Internet dans le monde. Donc, on voit que la Chine compte le plus grand nombre d'internautes actifs avec plus de 854 millions d'utilisateurs, suivi des États-Unis et la Russie. Et on a l'Amérique du Nord avec un taux de pénétration d'Internet le plus élevé, qui est de 84,6 %, suivi de l'Europe, l'Amérique latine et Caraïbes avec 70,5 % et le Moyen-Orient de 69,2 %. Alors, avec la cartographie, on voit justement les différents paramètres là, qui mettent assez en évidence l'importance des chiffres qui sont en croissance. Si on regarde les tendances à la 12, c'est ce qu'on va voir prochainement. Donc, on passe à la 13 pour regarder justement maintenant quelles sont les plateformes, que ce soit de commerce en ligne ou de e-commerce. J'en ai ciblé quelques-unes qui sont parmi celles qui sont les plus connues, et puis je vais les décortiquer pour vous de sorte à ce que vous ayez une meilleure idée de quelles sont les plateformes qui pourraient être les plus adaptées, les mieux adaptées selon votre secteur d'activité, selon votre niveau d'expertise. Donc, on a Etsy qui est un bon moyen si vous êtes pour avoir une visibilité à l'international.
Donc, Etsy permet justement de de mettre en évidence tout ce qui est les crafts. Je pense qu'en français, on appelle ça tout ce qui est les produits qu'on fabrique artisanalement à la main. Il y a environ 12 millions de membres à travers le monde qui font le showcase de leurs produits sur la plateforme et qui viennent sur le site justement pour trouver des articles faits à la main du type vintage et des fournitures d'ordre plus créatif. Donc, c'est une audience qui est internationale, qui est captive. Et puis, naturellement, il y a quelques frais, quoique minimes, mais il y a des frais d'inscription et des frais de transaction. Si on regarde eBay, eBay, c'est aussi un site transactionnel, mais plus du type enchère. Donc, il y a Amazon, c'est les deux qui dominent actuellement les marchés de la vente. Donc, je sais que eBay s'est départi récemment des petites annonces et ventes de billets en ligne parce qu'ils ont préféré céder ces activités à des sites comme Craigslist et en France, je pense qu'on l'appelle le Bon Point en France. Donc, il y a des bons ce qui est offert par eBay, il y a des bons de réduction pour les emballages, vous avez aussi des rapports de performance et des conseils d'optimisation. Donc, quand vous allez sur ces plateformes-là, vous êtes accompagné dans tout le processus de mise en ligne, peu importe les plateformes. Souvent, c'est accompagné de vidéos qui vous montrent étape par étape comment débuter, comment mettre vos articles et vos produits en ligne. Donc, de ce côté-là, vous êtes quand même assez bien servi. Je vous conseille quand même d'aller faire un tour sur chacune de ces plateformes-là pour mesurer vraiment quels sont les coûts reliés à l'exposition de vos produits. Est-ce que ça vaut le coup pour vous? Est-ce que c'est la plateforme qui est adaptée pour vous? Est-ce que c'est la plateforme aussi sur laquelle s'inscrit votre audience? D'ailleurs, dans les prochaines slides, on va regarder un peu comment est-ce qu'on fait pour faire un SWOT afin de voir et connaître quelles sont les habitudes de consommation et de navigation de nos consommateurs. Donc, le Shopify, c'est une de mes plateformes personnelles préférées parce que, bon, vous avez déjà là un site qui vous est propre, qui permet d'intégrer la boutique en ligne avec le site web. C'est très évolutif. Les images, les photos sont excellentes. Pas que les autres ne sont pas, mais au moins, vous êtes sûr ici que vous avez vraiment un site, ce qu'on appelle pur et dur e-commerce, qui vous permet également de vous lier à vos médias sociaux, à vos plateformes de médias sociaux. Donc, Shopify fournit votre projet web pour héberger l'expérience achat de vos clients et agit comme un panier d'achat en ligne. Évidemment, comme les autres, il y a des frais d'abonnement, des frais de transaction, il y a les coûts de fonctionnalité. Il y a différents outils qui sont disponibles pour vous accompagner dans le processus de vente, que ce soit des pop-up, des outils de vente pour automatiser justement les transactions. Donc, les commerçants, contrairement à d'autres plateformes, dans ce cas-ci, gèrent eux-mêmes leurs envois et les retours ainsi que le trafic. Donc, on va passer à la prochaine section, repenser son modèle d'affaires. C'est de regarder un peu, avant de se lancer, qu'est-ce que nous devons regarder en termes de médias sociaux, pourquoi c'est important d'être sur les réseaux sociaux. Si on regarde rapidement les chiffres, on a à peu près 3,8 milliards d'utilisateurs déjà dans un premier temps sur les réseaux sociaux. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur.
c'est 49% de la population, c'est quand même pas négligeable. C'est assez alarmant comme chiffre de voir que 50% presque de notre population est sur le réseau. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, les réseaux nous donnent accès à une population avec laquelle on peut faire du e-commerce sans précédent. D'ailleurs, pendant la pandémie, au premier trimestre, l'utilisation des réseaux sociaux dans le monde n'a sans cesse cessé d'augmenter. Donc, c'est l'activité en ligne sans précédent la plus populaire, ayant le plus fort taux d'engagement. Quand on parle d'engagement, c'est comment les utilisateurs ou les clients ou les prospects interagissent avec la marque ou votre entreprise ou votre produit. Des dernières statistiques des réseaux sociaux le confirment. La progression est fulgurante. On parle d'environ 8,7 utilisateurs supplémentaires par rapport à 2019. Regardons de plus près sur la slide numéro 17. On voit Facebook. Ça, évidemment, on va regarder en stratégie que ce sont des statistiques globales. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que Facebook porte la palme, suivi d'Instagram, que c'est les plateformes de choix pour vous. Hein. Ça, ce sont des statistiques globales. On voit Facebook 47,7. Est-ce que c'est des profils majoritairement personnels? C'est une compilation de profils personnels, de profils entreprises. On a Instagram avec 8,6, YouTube, quand même une présence assez marquante, Pinterest, Twitter, Snapchat. Ça, c'en est que quelques-unes. On le sait qu'il y a des milliers de plateformes de médias sociaux. Naturellement, je vous fais part ici des plus importantes. Donc, à peu près pour chaque secteur d'activité, assurément, vous trouvez des plateformes qui sont propres au secteur d'activité concerné. Donc, à la slide 18, popularité des réseaux sociaux au Canada, pour vous donner une petite idée, on a 77%, donc ça se tient un peu avec la slide précédente, qui sont sur Facebook. Mais je voulais vous donner quand même une petite idée de la répartition. Donc, on a les plus jeunes dans la trentaine, 18-trentaine, les milléniaux, qui sont à 88%. Ensuite, on a les gens dans la cinquantaine, 40 à cinquantaine d'années, la génération X et les baby boomers. Donc, on voit quand même, ça se rapproche quand même, hein? On voit que le gap entre les différents âges semble se rétrécir à travers les différentes catégories d'âge. Si on regarde LinkedIn, 35%, c'est quand même assez étonnant. C'est un chiffre qui m'a étonnée parce que LinkedIn, j'ai toujours eu comme l'impression que c'était des gens un petit peu plus âgés, plus ancrés au niveau de leur carrière, plus avancés, les directeurs, les professionnels. Mais on voit finalement que les milléniaux sont quand même assez élevés. Les baby boomers, 30%, la génération X, 36%. Instagram qui a pris vraiment beaucoup de force. On voit 59% pour les plus jeunes. Oui, parce que tout ce qui est vidéo, photo, c'est généralement des plateformes qui attirent les plus jeunes. Rapidement, on regarde Twitter. On va les décortiquer hein, plus on avance. Puis on regarde aussi le Snapchat là, qui est moins connu, mais qui est quand même une plateforme non négligeable qui commence à prendre aussi beaucoup de force. Maintenant, on va les décortiquer par plateforme.
Donc, si on regarde Facebook, en moyenne, les gens ont environ 338 amis. On peut partager des intérêts personnels. Presque tout le monde est sur Facebook. Il y a des avantages marketing sur Facebook pour les entreprises. Vous pouvez segmenter les gens par démographie, hommes, femmes, âge, pays, même segmenter au niveau micro. Si vous voulez choisir un secteur dans une province ou dans un endroit beaucoup plus précis, vous pouvez le retrécir, donc de sorte à viser plus juste et rentabiliser votre retour sur investissement. Faire des campagnes marketing à moindre coût. Vous avez une analyse aussi qui est quasi instantanée de vos investissements, que ce soit organique, native, sans coût, ou que ce soit des pubs payantes. Vous avez donc à l'intérieur même de la plateforme la possibilité de faire l'analyse des différentes statistiques. Donc, c'est un excellent outil référencement, puis c'est un excellent outil aussi pour fidéliser les clients. LinkedIn, bon, c'est un réseau plus professionnel, donc c'est plus du B2B. Donc, contrairement à Facebook, ici, on est plus dans la quête d'expertise, on s'adresse plus à des entreprises, on peut y accéder à des contacts de deuxième et troisième niveau. C'est une excellente façon ici de rentrer en contact avec les décideurs d'entreprise et je le suggère fortement de le faire si vous êtes sur des webinaires, si vous êtes sur des podcasts et que vous avez des présentateurs qui vous interpellent, qui pourraient jouer un rôle important pour vous. Vous pouvez communiquer directement sur la plateforme puis les inviter quasi en direct. Puis vous avez également une autre plateforme qui prend beaucoup d'importance qui est le WhatsApp avec 2 milliards d'utilisateurs. C'est une plateforme qui est beaucoup utilisée à l'international, notamment en Afrique et en Amérique latine. Puis aussi, un petit conseil, si je peux me permettre, c'est que parfois, quand on est sur une activité en live, puis qu'on veut connecter avec des gens, c'est pas rare de voir les gens à la fois se connecter en même temps sur LinkedIn, WhatsApp, Facebook, parce que l'activité et puis les gens s'y retrouvent sur les mêmes plateformes. Ça, c'est une des choses qui est un peu bouleversante. Et puis, bon, comme le temps est d'essence, je vous suggère peut-être de vous en maintenir à une seule plateforme, sachant que très bien que les gens vont finir par prendre vos messages, d'essayer de vous garder, de vous maintenir à une seule plateforme pour rentrer en contact ou accéder à vos contacts. Donc, si on regarde la 20, on est dans l'Instagram, qui est aussi une plateforme B2C, mais B2B. Donc, quand on parle de B2C, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est business to consumer, donc on s'adresse aux consommateurs, puis business to business, c'est entreprise à entreprise. Donc, pourquoi Instagram, notamment plus connu comme plateforme de consommateurs, c'est que si vous voulez faire le showcase de vos produits et services, que ce soit vestimentaire, idées cadeaux, il y a des entreprises qui vendent justement des vêtements à d'autres entreprises. Donc, c'est sûr que c'est aussi important pour eux de faire leur stratégie marketing sur une plateforme comme Instagram. Encore là, on voit il y a quand même 95% de millions de photos et de vidéos qui sont partagées chaque jour dans le monde, non négligeables. Donc, c'est une possibilité de... Toutes ces plateformes-là vous donnent la possibilité de rédiger facilement, on va le voir plus loin, rediriger les gens vers vos plateformes. Twitter, une autre plateforme connue, peut-être moins connue chez certains, mais ça s'adresse encore beaucoup au B2B, donc entreprise à entreprise.
On y voit beaucoup de gens qui sont au sein des différents paliers gouvernementaux. On sait que Trump, à tort ou à raison, il est là, très présent. Donc, c'est une plateforme pour les communications. C'est une plateforme aussi pour les OBNL, les entreprises à but non lucratif. On les voit souvent là-dessus. Gouvernement, entreprises. C'est un réseau quand même un petit peu plus informel. Donc, c'est des tweets, c'est des micro-interventions qu'on fait via les tweets pour informer notre audience de qu'est-ce qui se passe, soit dans notre secteur d'activité, soit une nouvelle qui pourrait être pertinente à notre auditoire et ainsi de suite. Il y a YouTube. YouTube est quand même une plateforme très, très importante. Je vous conseille d'y être présente. Vous pouvez avoir des chaînes, créer votre propre chaîne, comme vous pouvez tout simplement visionner. On l'utilise beaucoup pour écouter des conférences, des replays. On regarde YouTube pour voir comment est-ce qu'on peut fabriquer, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à des problématiques quelconques. On peut regarder... en fait, je pense qu'on peut écouter de la musique sur YouTube également. Il y a une partie de YouTube maintenant qui est rendue payante. Mais maintenant, je ne sais pas s'il y a une perte de vitesse, mais quand même, ce qui est intéressant sur YouTube, c'est que c'est référencié par Google également, puisque ça appartient à Google. Donc, ça vous permet justement, au niveau, quand les gens vous cherchent sur Google, sur le moteur de recherche, il y a des fortes chances que YouTube, si vous avez du contenu sur YouTube, que ça monte, ça augmente le taux de référencement lorsque les gens vous cherchent. Pinterest aussi, à la slide numéro 21, créée en 2010, est une plateforme un peu comme Instagram, très visuelle, beaucoup de femmes là-dessus. On peut faire des catalogues là-dessus, on peut piner. Piner en anglais, c'est le terme pour épingler. Et on fait des épingles, on ne fait pas des épingles, mais on épingle plutôt des photos, que ce soit au niveau vestimentaire, ça peut être l'artisanat, quelque chose le décor, tout ce qui est visuel qui ressort, qui attire beaucoup l'attention. Donc, c'est important la qualité des photos. On peut lier ça aussi sur les médias, sur le réseau, sur le site, votre site Internet, de sorte à ce que les gens peuvent vous retrouver quand même assez rapidement. Donc, sommairement, j'accélère un peu. Les réseaux sociaux, oui, mais maintenant que je sais tout ça, que je connais un peu mieux mes plateformes, à qui ça s'adresse, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bon, on va regarder un peu comment est-ce qu'on bâtit une stratégie, peu importe la taille de l'entreprise. On est à la slide maintenant 24. Je vous ai déjà préparé un petit lexique marketing. Hein, on sait, je vous l'ai expliqué tantôt, le B2B, business to business, le B2C, consumer, consommateur. Maintenant, on voit moins rarement, mais le B2G, c'est business to gouvernement. Donc, on s'adresse plus au gouvernement. Et le D2C, on le voit moins souvent, mais c'est directement au consommateur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dans ce cas-ci, ça peut être une entreprise qui vend directement au consommateur sans passer par des intermédiaires, que ce soit un grossiste ou un distributeur. C'est ce qu'on appelle le D2C. Ne vous inquiétez pas avec ça, on ne le voit pas souvent, mais si vous le voyez, je vous partage l'information. Le D2C, vente exclusivement en ligne. Donc, si on passe à la slide 26, bon, les ventes, par où on commence quand on bâtit une stratégie? Pour bâtir une stratégie efficiente, efficace, qui va vous apporter, qui va être porteuse, je vous recommande fortement de faire une analyse interne. Alors, que vous débutez
c'est-à-dire vos activités. Donc, si vous n'avez pas naturellement de vente déjà fait, vous n'en tenez pas très compte, vous en tenez pas compte, on va regarder dans les slides comment est-ce qu'on peut faire. Mais vous pouvez déjà commencer à faire de la vigie. Qu'est-ce que c'est de la vigie? Ben, c'est de la veille. Commencez à regarder sur les différentes plateformes déjà pour observer qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, où se trouve votre clientèle. Donc, si vous êtes nouveau, c'est un peu ce que vous deviez faire. Si vous avez déjà des ventes puis que vous êtes déjà en opération, ben, je vous suggère fortement de commencer par faire une analyse interne. Vous allez regarder naturellement quelles sont vos ventes, vous allez les regrouper par catégorie, par produit. Vous allez peut-être décider d'en éliminer quelques-unes, quelques produits parce qu'ils ne sont pas rentables. En fait, une analyse approfondie de sorte à pouvoir maximiser sur les produits qui sont vraiment d'intérêt pour votre audience et dans lesquels vous allez pouvoir maximiser vos investissements. Donc, si on regarde comment on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les agrégateurs, vous allez sur Google Alert et vous pouvez insérer des mots-clés qui permettent justement, puis vous pouvez le programmer, c'est-à-dire une fois par semaine, quelques fois par jour, de sorte à ce qu'il y ait des nouvelles publications qui ont été publiées sur le web, vous permettant de suivre de plus près de votre marché. Est-ce qu'il y a des bouleversements au niveau technologique? Est-ce que au niveau barrières tarifaires, est-ce qu'il y a des barrières à l'externe qui va freiner vos activités? Donc, toutes ces informations-là vont pouvoir vous aider à justement vous orienter à savoir comment vous allez vous positionner et avec quel produit. Donc, si on regarde le 26, une fois qu'on a déjà un bon aperçu de ce qui se passe sur notre marché, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, quelles sont les opportunités. Puis, on regarde avec ce qui se passe à l'interne de notre entreprise, qu'est-ce qu'on peut apporter comme changement de sorte à maximiser le tir puis nous démarquer au niveau de nos positionnements. Donc, on a fait ça. On regarde toujours à travers les différentes données et on bâtit notre acheteur, la personnalité, ce qu'on appelle le persona de notre acheteur. Donc, c'est le portrait de votre entreprise doit comporter, de votre acheteur doit comporter justement les éléments suivants. Donc, c'est quoi quel est son âge, quels sont ses intérêts, quelles sont ses motivations, où se trouve justement votre acheteur, est-ce que c'est une première fois qu'il achète, est-ce que c'est un acheteur récurrent? Donc, avec les différentes dispositions électroniques que vous pouvez mettre en place, ça vous permet de faire une écoute électronique de sorte à ce que vous pouvez ensuite réorienter votre stratégie avec des mots-clés qui vont s'arrimer et qui vont être en adéquation avec les expressions ou avec le caractère, la personnalité de votre persona. Donc, si on regarde donc à la slide numéro 27, donc ça, c'est la veille. Donc, c'est la veille qui consiste à la collecte d'informations qui provient de différents canaux dans le but. Pourquoi qu'on fait une veille? Ben, c'est parce qu'on veut justement réduire et prévenir le risque et pour pouvoir nous permettre d'évoluer dans le marché. Donc, la veille peut se faire à l'interne et doit se faire à l'interne, mais naturellement, très important, en parallèle, se faire également à l'externe, de sorte à mieux connaître ce que vos concurrents publient, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les changements qui sont provoqués dans l'écosystème. Donc, en même temps, en faisant la veille, ça vous permet aussi de pouvoir mieux savoir est-ce que votre positionnement va être plus en B2B, en B2C
ou peut-être les deux. Donc voilà. Donc si on regarde à la slide numéro 28, les objectifs recherchés dans le positionnement, évidemment, on cherche à maximiser l'engagement avec notre auditoire. Donc, ça nous permet de mettre en place une politique de réseaux sociaux. Est-ce qu'on va privilégier un versus l'autre? C'est quoi les investissements dans un par rapport à l'autre? On va faire des ajustements en termes d'investissement ou si ce n'est pas une question d'investissement financier, ça peut être d'investissement au niveau des publications, puis de la rédaction de contenu, comment et à qui vous allez vous adresser, puis à quel moment, etc. Où se trouve votre clientèle, à quel moment, à quelle heure, sur quelle plateforme, le type d'organisation dans laquelle ils gravitent, les secteurs d'activité et naturellement, vous allez voir aussi quelles peuvent être les informations pertinentes, les craintes, les freins, ainsi de suite. Et vous allez bâtir ce qu'on appelle votre Unique Selling Proposition, le USP. Donc, votre personnalité. Tu sais, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'on recherche sur les médias sociaux? Ben, on veut diriger des gens vers notre site, on veut augmenter nos ventes. Ce n'est pas suffisant, selon moi. Il faut vraiment pouvoir se distinguer. Comment est-ce qu'on se positionne? Quelle est votre personnalité qui est unique à vous, de sorte à ce que vous allez driver ou diriger en français, votre trafic qui est unique vers votre site, qui partage les mêmes valeurs que vous. Donc, c'est important de distinguer votre unique selling proposition. Peut-être vous allez vous positionner dans les produits qui sont d'ordre écologique. Bien, c'est sûr que si votre positionnement, et ce n'est qu'une idée, c'est plus au niveau de mettre et faire du showcase de vos produits qui sont écologiques, et donc vous gravitez dans un secteur de biens environnementaux, durables, ben, vous allez peut-être vouloir publier du contenu, des images, des vidéos, des webinaires. Tout le contenu va être en lien avec justement l'image de marque et les valeurs que vous allez vouloir projeter. Inutile d'essayer d'aller chercher tout le monde parce que vous allez finir par y perdre. Mieux vaut vous concentrer sur un petit segment de la population, de votre auditoire, bien le travailler, vraiment créer et augmenter l'engagement auprès de cette cible, de sorte à créer un réel engagement. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans le développement durable, ben, il ne sera peut-être pas nécessairement intéressé par votre produit, il ne viendra pas, puis c'est bien tant mieux parce que ce n'est pas juste naturellement le client que vous recherchez. Donc, ça, c'est bien important de définir. Et puis, une fois que vous ayez défini le Unique Selling Proposition, vous allez pouvoir bâtir la stratégie qui va être cohérente. Donc, à la 30, comme on disait, hein, c'est important de cerner les habitudes de communication de votre cible sur chacune des plateformes. Ce sont des éléments indispensables à détecter avant de faire l'animation de votre communauté. Trop souvent, on voit des entreprises qui n'ont pas vraiment de stratégie fixe, qui envoient du contenu à droite, à gauche. Le même contenu sur LinkedIn se trouve sur Twitter et ainsi de suite. Ce n'est pas la façon adéquate de vraiment travailler votre auditoire. Alors, c'est important de vraiment établir, créer et faire un calendrier en fonction de à quelle heure, c'est qui est sur Twitter, c'est qui est sur Facebook, à quelle heure sont-ils là, quel type d'informations recherchent-ils sur chacune de ces plateformes-là et sur chacune de ces plateformes et bâtir le contenu en conséquence. Le vocabulaire et le ton aussi est très important. Vous n'allez pas vous adresser à la clientèle sur Facebook de la même façon que vous allez vous adresser sur une plateforme comme
Par exemple, LinkedIn. Pourquoi? Parce que B2B. Donc, on est dans une plateforme plus sérieuse, plus professionnelle. C'est des décideurs d'entreprise, c'est des patrons, c'est des dignitaires, c'est des gens du gouvernement. Donc, c'est un ton, une approche qui va être un petit peu plus professionnelle. Sur Facebook, ben, on peut se permettre déjà d'être un petit peu plus relax, plus familier, puis d'avoir une conversation plus directe et plus informelle. Donc, si on regarde la 31, la slide 31, donc quand on bâtit la stratégie, c'est important d'identifier l'objectif primaire. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite? Moi, je vous suggère de choisir, de cibler un ou deux objectifs, pas plus. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pris, par exemple, augmenter les visiteurs sur votre site. Bon, maintenant qu'on a ciblé, voyez-vous, on est loin de faire plus de ventes, augmenter on veut vraiment augmenter le trafic vers notre site web. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Donc, on peut faire, par exemple, utiliser un landing page, une page d'atterrissage. Évidemment, le temps nous limite, mais c'est des fonctions qui existent dans WordPress. Il y a beaucoup de plugins, il y a beaucoup d'outils qui existent qui vous permettent de faire un landing page. Mais qu'est-ce qui est précieux avec c'est une page d'atterrissage, comme vous voyez quand vous passez sur des sites. Des fois, il y a des petits pop-up qui apparaissent. Vous avez un e-book, vous avez un webinaire, une invitation, et ainsi de suite. Et d'aller chercher le maximum d'adresses courriel. Ça, c'est une valeur indispensable pour une entreprise, et de conserver ces courriels dans un lieu comme un CRM. Je vais venir plus tard expliquer c'est quoi un CRM, un Client Relationship Manager, ou en français, un gestionnaire de relations clients. C'est une plateforme. Il y a des coûts différents qui sont attribués à ces plateformes, plus cher, moins cher, à des coûts plus élevés, ça dépend. Il y a des plateformes qui existent gratuites, comme HubSpot vous permet justement je pense que c'est 2000 personnes que vous pouvez collecter les webinaires puis utiliser pour faire des envois. Bref, landing page. Et quel est l'objectif du landing page? C'est d'augmenter le nombre d'abonnements. C'est un exemple, ou ça peut être aussi le nombre de partages. Donc, ça peut être le deuxième site, c'est par un webinaire, le deuxième objectif. Donc, vous avez un landing page, vous avez un webinaire, et vous allez vouloir mesurer avec les analytiques le nombre de téléchargements, le nombre de vues. Donc, les webinaires aussi, vous pouvez le mettre ensuite, une fois que les gens ont participé, le mettre l'héberger sur votre site pendant quelques jours. Et lorsque les gens sont dirigés sur votre site par différents mécanismes, les nouveaux peuvent laisser leur email s'ils veulent éventuellement accéder au webinaire qui s'y trouve. Donc, une autre excellente façon de maximiser la collecte de emails qui, comme je vous dis, est indispensable à la gestion et augmentation de nos ventes. Évidemment, c'est important d'établir un budget. Je sais que ici, on est dans une stratégie où on peut utiliser, je vous l'ai déjà dit, je me répète, un budget ou sans budget. Donc, que vous ayez un budget, tant mieux. Vous allez pouvoir, une fois que vous allez faire la veille, quelle est la portion de budget que vous allez investir dans Facebook, dans Twitter, dans Instagram, dans WhatsApp. Et puis, c'est important de faire un budget pour l'année. Évidemment, si la majorité de votre clientèle est sur Facebook, peut-être vous allez vouloir y consacrer un petit peu plus de budget. Donc, ça, c'est pour les entreprises qui ont un budget. Ceux qui n'ont pas de budget, il n'y a rien qui vous empêche de faire du contenu natif. Vous pouvez quand même faire des vidéos gratuites. Vous pouvez quand même être sur Twitter de façon gratuite, Instagram et ainsi de suite, puis produire du contenu sans que vous ayez naturellement
de budget. À fur et à mesure que vos ventes vont augmenter, bien, à ce moment-là, vous allez vouloir peut-être commencer à investir et pouvoir établir votre programmation pour l'année en conséquence. Alors, voici à quoi ressemble un calendrier. Naturellement, vous faites un planning du lundi au vendredi. J'ai mis ça comme exemple. Peut-être votre auditoire est là. Si vous êtes avec des sportifs, vous avez peut-être intérêt à ajouter les week-ends, hein, le samedi puis le dimanche. Alors, bon, vous allez pouvoir faire un calendrier avec les plateformes et ça c'est la slide 33, avec les plateformes et évidemment savoir maintenant ou établir un contexte une fois que vous avez établi votre calendrier puis les plateformes auxquelles vous allez vous adresser et les journées. Maintenant, si on passe à la 34, je vous ai mis quelques idées de contenu. Ben, ça, c'est des idées de contenu. Je pense que c'est sans fin. Vous pouvez, comme si vous êtes dans le B2B, naturellement, le ton va être plus professionnel. L'entreprise est plus en quête d'expertise. Donc, ça peut être une entrevue ou avec un expert dans votre secteur d'activité. Ça peut être un webinaire que vous donnez, comme on fait cet après-midi, un webinaire sur un sujet bien spécifique. Ça peut être une vidéo sur les solutions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on opère telle ou telle machine, c'est quoi les avantages d'utiliser des matières premières X versus des matières d'un autre type. Ça peut être bon pour un nouveau produit. Donc, la qualité dans le B2B prime sur la quantité. Dans le B2C, on le sait, c'est plus relax, le ton est plus simple, on joue plus sur l'émotion. Donc, on cherche à créer un engagement. Le cycle de vente est plus court hein, que le B2B. On le sait qu'avec les décideurs, bien souvent, il y a tout un processus, un mécanisme à l'interne où les gens doivent se parler puis prendre des décisions et ainsi de suite. Mais dans le B2C, donc, on touche l'émotion, on s'adresse directement au consommateur. Donc, la vente est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc, on va inciter les partages, on va mettre des icônes sur nos publications pour que les gens puissent partager dans les deux cas, mais dans le B2C. Donc, on est dans les biens de consommation, donc on a intérêt à capter notre auditoire avec des gestes et des plateformes qui sont en adéquation avec leurs besoins. Donc ici, par exemple, on a fait un calendrier, on a établi le ton, on a une idée des contenus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a partagé une publication? Ça revient à ce que je disais il y a quelques instants. On publie une publication, puis pouf, il n'y a rien qui se passe. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On publie une publication jour J. Est-ce qu'on fait un autre landing page ou un autre petit pop-up en guise de reminder? Bon, vous avez écouté notre webinaire, maintenant nous avons une promotion. Donc, pour fédérer la clientèle, vous pouvez faire une relance. Donc, ce sont des idées ici. C'est le même contenu, les mêmes publications, mais avec un calendrier de relance pour chacun des contenus que vous avez publiés. Quand on parle de contenu, hein, je me répète peut-être, mais on parle de tout contenu confondu, que ce soit webinaire, un podcast, que ce soit une publication, que ce soit une vidéo. Donc, si on regarde donc le suivi et le partage de contenu auprès de gestionnaires de communauté ou la personne responsable des suivis de réseaux sociaux est très important. Et puis, si vous êtes vraiment une micro-entreprise, hein, maintenez-vous un ou deux réseaux, regardez comment ça va aller, ne vous faites pas des peurs il y a beaucoup de contenu ce matin, j'en concède, mais l'important, c'est vraiment d'adapter cette stratégie à la réalité de votre environnement, de votre entreprise, bien sûr. Donc, si on passe à la slide suivante, donc la 36, ici,
Donc, c'est le monitoring. Évidemment, on publie, on investit en temps, en finances, en ressources, mais on veut bien mesurer les retombées de tous ces investissements. Donc, ça nous prend un moyen pour pouvoir se faire. Et puis, contrairement à d'autres ressources, la beauté avec les médias sociaux, c'est que cela nous permet justement de pouvoir mesurer le nombre de likes, mesurer le nombre de fans, mesurer les followers qui ont interagi, qui ont cliqué, qui ont été emmenés vers le site. Les commentaires, c'est quoi le taux d'engagement, quelles sont les publications qui ont été le plus vues. Vous allez pouvoir justement dire, ah oui, c'est bon, telle publication a suscité beaucoup d'intérêt. Serait peut-être intéressant de faire plus de publications sur le sujet qui a été plus porteur, voir lesquelles qui ont été plus virales, quel était le nombre de partages, le nombre de retweets, ça veut dire le nombre de fois que les gens sur Twitter, là, les fameux tweets, ont repartagé le contenu et mesurer le trafic sur votre site provenant des réseaux sociaux avec l'outil qui s'appelle Google Analytics et qui est tout à fait gratuit et à votre disposition sur Google. Donc, le taux de conversion est très important dans le processus et l'acte d'achat pour une entreprise. Alors maintenant, il y a quelques outils, je ne les passerai pas, il y en a quelques-uns, là on est à la slide 38. La fameuse page destination, vous n'allez pas la concevoir de vos propres mains. Il existe à travers différents outils comme WordPress, je l'ai déjà mentionné, dans Shopify, qui est la plateforme de commerce en ligne, il y a déjà des pages destination ou les landing pages qui sont déjà existantes. Il y a différents gabarits ou templates que vous pouvez ensuite adapter au message et auditoire auquel vous souhaitez vous adresser. C'est important quand vous êtes sur les plateformes de rassurer vos clients. Donc, les bannières, c'est des bannières, quels sont les modes de paiement qui sont disponibles. Il faut offrir des options multiples qui correspondent au mode utilisé par vos clients. Donc, tenez compte naturellement des frais. Donc, ça va vous permettre aussi de faire des choix et de sélectionner les produits qui sont en conséquence. Donc, je sais que Shopify ainsi que les autres, Etsy, Amazon, ils ont déjà leur système de paiement qui est déjà intégré. Mais c'est important aussi de tenir compte aussi de la devise, hein, n'est-ce pas? Donc, dans votre choix de produit, c'est non négligeable. Je reviens rapidement à la slide 40 sur le CRM. Il y en a beaucoup, c'est une plateforme. Il y a Zoho, il y a Salesforce, il y a Maximizer, il y a HubSpot. C'est une plateforme, on peut passer des heures, il y a des cours et des formations qui existent qui vous permettent justement de familiariser de comment et pourquoi utiliser la plateforme. Mais si vous voulez vraiment avoir mainmise sur une connaissance optimale des activités de votre entreprise et de la connaissance client, qu'est-ce qui sort, quelles sont les matières, quels sont les coûts, à quel produit, quel était le coût du produit vendu à un client X, vente par catégorie, par produit, email, adresse, tout converge vers votre plateforme CRM. Donc, moi, je vous conseille fortement de vous en prévaloir. Si vous êtes une entreprise déjà avec un secteur, avec un chiffre un petit peu plus avancé, bien, vous pourriez regarder différentes options qui seront plus appropriées, mais c'est un outil
indispensable. Là, on est vraiment dans un outil vente et marketing, service à la clientèle. Évidemment, quand on est en technologie, il existe des outils ERP, mais bon, ça, c'est tous les processus de fabrication pour manufacturier et tout. Ce n'est pas le but de notre webinaire de ce matin. À la prochaine slide, 41, puis on tire vers la fin. Bien, je vous ai donné plusieurs outils. Ça change tout le temps. Alors, ça, c'est les derniers que je vois qui sont comme plus à jour. Je vous invite à les consulter, regarder qu'est-ce qui est bon pour vous, regarder d'autres possibilités, d'autres alternatives, mais très certainement des outils qui peuvent être incorporés dans votre stratégie pour mieux activer le processus d'automatisation de vos ventes et de votre visibilité de commerce. Moi, je vous suggère fortement, je ne le dis pas assez souvent, les médias sociaux, ça ne vous appartient pas. Alors, si vous mettez toutes vos énergies à utiliser que les plateformes médias sociaux, puis qu'un jour, pour une raison quelconque, ça disparaît, ben, vous allez vous mordre les doigts parce que naturellement, tous vos efforts vont se diluer dans le temps. Alors, l'important, c'est vraiment d'utiliser les médias sociaux comme un outil pour driver, pour drive to web, donc pour emmener les gens vers votre site, pour faire en sorte que les convertir en clients. L'important, c'est vraiment les diriger pour éventuellement faire la conversion. Donc, sans plus tarder, ceci met fin à ma session d'aujourd'hui. J'aimerais vous remercier pour le temps que vous avez mis, votre présence, et je vous suggère et je vous encourage de suivre des formations, de suivre des webinaires, de faire une veille, de maximiser, parce que si vous ne commencez pas à utiliser et maximiser votre tir au niveau de votre présence en ligne, ben, vous allez manquer le bateau, vous allez manquer des grandes opportunités parce qu'il y en a d'autres qui vont vous surpasser. Et puis, c'est comme n'importe quoi, il faut suivre l'air du temps. Alors, j'espère que ces quelques petits conseils vous ont été utiles, puis je vous souhaite un fort succès dans vos business et vos ventes. Merci beaucoup Rosemary pour la présentation pour une très excellente présentation. Malheureusement, nous n'avons plus le temps de répondre et répondre aux commentaires, mais je vous encourage vivement à envoyer vos questions et vos remarques à Rosemary. Donc, vous pouvez voir son adresse email à l'écran. Et je vous rappelle aussi que l'enregistrement vidéo de ce webinaire il sera disponible sous peu sur notre site web, donc sur le site web de TFO Canada. Donc, merci beaucoup et merci encore Rosemary pour l'excellente présentation. Merci d'être là, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.